Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo pour le premier bilan mensuel du Cold Winter Challenge pour le mois de décembre. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Il y a encore le réveillon qui va passer la semaine prochaine. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fête particulièrement chez nous. Mais en tout cas, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Et puis, on se verra la semaine prochaine pour se fêter le nouvel an et faire le point, tout ça, tout ça. Donc pour ce premier mois, il y a eu 17 lectures, 17 lectures prévues, non prévues, il y a eu des abandons, des remplacements. Donc on va commencer de suite. Donc 17 lectures, je disais, avec la majorité lues, d'autres remplacées, et il y a eu 2 abandons. Donc pour le premier menu, voyage en Scandinavie, pour le mois de décembre, j'avais mis pour le mot-clé douceur, l'immeuble enchanté. Oh là là, mais pourquoi à chaque fois je fais ça? Je me les mets toujours dans le mauvais sens. Donc j'ai abandonné ce livre-là, l'immeuble enchanté, qui est un roman de l'Avent. J'étais vraiment super déçue parce que l'année dernière, vraiment, j'en avais lu 2, ils étaient vraiment extra, c'était Le Reine Mystérieux et Le Noël de Clara. Et celui-là, eh ben, je me suis arrêtée au 17 décembre, je crois. Non, le 17, oui, le 17 décembre. Je n'ai pas lu le 17 décembre, donc vous voyez, c'est même pas ouvert les autres jours. Parce que c'était vraiment, excusez-moi le terme, mais chiant à mourir. Vraiment, il ne se passait rien. Pas d'accroche au personnage. C'était un coup, c'était magie, un coup, c'était pas magie, un coup, j'y crois, un coup, j'y crois pas. Et ça, toutes les 3 pages, c'est compliqué. Parce que pour faire un bon roman de l'Avent, si on fait que 3 pages d'histoire, il faut que ces 3 pages nous donnent super envie et super hâte de lire le chapitre du lendemain. C'est tout c'est tout le système de calendrier de l'Avent avec les chocolats, etc., etc. C'est vraiment pour nous aider à passer plus vite, etc. Et sauf que là, c'était chiant à mourir et j'avais pas envie. J'avais pas envie de lire la suite, ça donnait pas du tout envie, donc vraiment une grosse déception. Et je suis un peu rassurée dans le fait où une copine sur Instagram, son fils lisait au même moment que moi ce roman de l'Avent. On était au même jour. Et son fils aussi de 9 ans se faisait mortellement chier. Donc voilà, très grosse déception, je ne vais pas le garder, il partira en boîte à livres et puis voilà, ils auront le loisir quand même, si quelqu'un le prend, d'ouvrir les chapitres là qui n'ont pas été ouverts. Donc voilà, première déception de décembre. Ensuite, pour le sous-menu Yule, pour le mot-clé être magique et pratique magie, j'ai mis Garance et évidemment je l'ai mis en bas de la pile, bordel de... J'ai bien aimé Garance, héritière de l'Olympe, la quête d'Héphaïstos. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mis un 5, j'ai dû mettre un 4, mais il était quand même vachement meilleur que le premier tome. Il est beaucoup plus long aussi que le premier, et puis c'est surtout que là, il y a vraiment... un rythme qui se met vraiment super rapidement en place, parce qu'en 3 tomes elle est censée rencontrer les 12 dieux et du coup dans le premier tome on n'avait vu qu'un, on n'avait vu que Déméter. Et donc là, elle va rencontrer plusieurs, donc elle va rencontrer Héphaïstos, elle va rencontrer Hadès, Perséphone, elle va en rencontrer plein. Et du coup, pour le 3e tome, j'ai super hâte parce que normalement, il lui en reste 7 à découvrir. Donc je pense que le tome 3 aussi va être super dense, mais le tome 3 je l'ai dans ma palle, il est là. Je le garde pour le mois de la fantaisie au mois de mars, donc on se retrouve au mois de mars pour le tome 3, mais en tout cas, si vous aimez la mythologie, foncez dedans, vraiment, c'est vraiment super sympa. Ne vous laissez pas avoir par la naïveté et l'innocence de Garance dans le premier tome, ça peut vous paraître gnangnan, etc., mais il faut vraiment creuser. Parce que comme tout personnage, nous aussi, on grandit, on évolue au fil du temps. Et donc du coup, voilà, il faut regarder l'évolution de Garance parce que dans le tome 2, elle est vachement plus intéressante, vachement plus concentrée sur ce qu'elle doit faire, elle recherche beaucoup plus, etc. Donc je la trouve beaucoup plus aboutie et c'est normal en soi.
parce que dans le premier tome, ça lui tombe dessus, elle a le cœur déchiré entre la magie et ses amis, etc. Là, dedans, il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place, donc voilà, laissez-lui sa chance. Ensuite, pour le même menu Yule, pour le mot-clé feu, j'avais mis le tome 2 de H-Princess. Il va falloir que je prépare mes piles en avance des vidéos. Alors, je l'ai lu sans trop l'avoir lu. C'est-à-dire que il est extrêmement long. Autant au niveau des pages, on est quand même sur du 630 pages. Vous savez, mon désamour pour les grosses briques. Et j'ai été un peu déçue de ce tome 2, et donc du coup j'ai pris la décision de ne pas finir cette série. C'est une série que j'abandonne 2024, parce que le tome 3 était dans ma palle de janvier, et en janvier, il y a pléthore de choses qui me parlent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus courtes, qui sont plus dans mes critères de sélection de livres que celui-là. Donc là, ben, vous voyez peut-être pas, mais derrière moi, là, il y a le tome 3 qui est destiné en boîte à livres. Donc je vais rester sur l'histoire du tome 1, bien que c'est pas la meilleure façon de terminer cette histoire, je veux bien, hein, mais ce tome 2 m'a paru extrêmement long, c'était beaucoup de blabla politique, beaucoup de faire sans faire, enfin je veux dire c'était très lent, très mou, il y a une espèce de quête d'amour avec plein de sélections de prétendants qui s'est installé là-dedans, j'ai pas super aimé, moi j'en attendais plus de la relation entre Soren et Théo, et au final ben on n'a pas plus exploité que ça, c'est leur histoire. Et de ce que j'ai lu en avis sur le tome 3, eh ben, c'est pas plus exploité que ça, c'est pas non plus faramineux comme fin, il est pas très bien noté, donc au final je suis pas tant déçue d'arrêter, parce que bon, il faisait quand même 600 pages aussi, donc franchement voilà, je préfère en rester là plutôt que vraiment de garder un mauvais souvenir de cette série. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, hein, vraiment, mais voilà, le 2, très long, et le 3 ne me disait pas du tout, enfin bon, voilà, déception, abandon. Ensuite, là, on va parler un peu mieux, mais je vais faire... ouais, on verra. Pour le menu Julupuki, pour le mot-clé animaux, je devais lire Animas, le tome 2. Ça a été un énorme coup de cœur, ce tome 2. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'après, je vais parler du tome 3. Énorme coup de cœur, celui-là. En tout cas, des 3, c'est mon préféré. Ça bouge, on apprend énormément de choses, on voyage, on actionne, on fait des plans. Il y a les animaux qui sont très présents. Il y a des révélations, il va y avoir des liens qui vont se faire et se défaire. Vraiment, c'était un coup de cœur, ce tome 2, une vraie pépite de cette série. Je vais m'arrêter là, parce qu'après, je vais vous parler du tome 3 plus tard, donc, enfin plus tard, dans cette vidéo. Hein. Mais je vais vous parler du tome 3, et dans ces cas-là, vous aurez ma vision sur la série complète. Mais celui-là, c'est mon préféré des 3. Ensuite, pour le menu, enfin pour la sous-catégorie Allons au sauna, pour le mot-clé amitié, j'ai mis Ilos, le tome 1. Donc c'était un livre que j'avais mis dans ce challenge, parce que je reçois l'autrice en dédicace à la bibliothèque en février. Et donc du coup je voulais savoir de quoi ça parlait, on l'a reçu en bibliothèque, etc. Mais il a été emprunté, donc j'ai bien fait de l'acheter au final. C'était pas dingue. Je l'ai lu assez en diagonale, c'est très politico-social. C'était plus, enfin... Je suis pas rentrée dans l'histoire, je ne me suis pas attachée aux personnages, je les ai trouvés très impersonnels. L'héroïne qu'on suit, elle était très changeante d'avis, très souvent. Elle perd son frère, il meurt, elle va bosser pour le mec qui a tué son frère, elle fait pas de deuil, elle tombe très vite amoureuse, enfin... Toute cette période de deuil aurait dû plus profondément la marquer, et en faire d'elle une héroïne... un peu plus dur, un peu plus badass, qui va chercher la vengeance, ou qui va chercher à faire quelque chose par rapport à ça, et ou que ce soit en bien ou en mal. Mais là vraiment, il est mort, et c'est tout. Il n'y a pas de moment qu'elle va consacrer à ça ou quoi. C'est vraiment, c'est un événement qui se passe pour que ensuite elle fasse autre chose. Et voilà, j'ai trouvé
la mort de son frère, dans ces cas-là, un peu inutile, parce que on revient pas forcément là-dessus. Elle va faire sa petite vie, elle va faire d'autres trucs et tout, mais enfin, je l'ai trouvé très impersonnel, pas du tout touchant, sans émotion, et très politico-social, parce que on a des pâtés et des pâtés et des pâtés où ça va parler que de politique. Vraiment, de politique, de comment on gère une ville, de trafic, du réchauffement climatique, de décisions qui a été prises et tout. Enfin, ça pourrait être vraiment un livre qu'on pourrait classer dans le rayon société de civilisation, et pas du tout en roman. Parce que il y a rien de... Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de romanesque là-dedans. C'est vraiment, on nous martèle vraiment l'esprit avec cette idée de réchauffement climatique, de politique, de social, de société, de machin, vraiment c'est martelant. Et en parlant avec d'autres Instagrammeuses, eh ben parce que moi c'est le premier livre que je lis d'elle, et d'autres on en lit plus que moi, donc elles ont un avis un peu plus global sur l'œuvre de cette autrice, et c'est pas que dans ce livre-là qu'il y a ce ressenti de martèlement, de morale, de... Voilà. Dans ces autres livres aussi, elle a cette plume-là qui est trop moraliste, et on perd tout le côté fiction, tout le côté romanesque, tout le côté où on est censé vraiment s'imprégner des personnages, de l'histoire, de l'univers, etc. Et tout ça, eh ben, ça passe vraiment en dernier plan par rapport à la morale, aux leçons que l'autrice veut nous faire passer. C'est vraiment une très belle leçon en soi, c'est sur le réchauffement climatique, la montée des eaux, ça se passe à Marseille, vraiment, il y avait vraiment énormément de potentiel. On aurait pu faire passer tous ces messages-là de manière moins frappante, moins au premier plan, quoi. Voilà, on aurait pu faire ça passer, comme tous les autres livres qui font véhiculer des morales, de manière un petit peu plus sous-jacente et un peu moins au premier plan, quoi. Et faire passer l'histoire et les personnages qu'on a créés au premier plan, qui nous ferait passer eux-mêmes le message. Voilà, parce que là, les passages où on nous raconte un peu tout ce qui s'est passé au niveau des politiques ou autres, ça n'a rien à voir avec les personnages. Donc c'était très bizarre comme manière de faire, et du coup j'ai pas accroché. Voilà, c'est dommage, peut-être que ça ouvrira un débat avec l'autrice si j'ai l'occasion, mais après bon, si elle me demande pas, j'irai pas lui dire. Mais voilà, c'est dommage. Ensuite, pour la sous-catégorie jusqu'au cercle polaire, donc j'ai lu 2 livres qui étaient prévus pour le mois de décembre et un livre qui était prévu pour le mois de janvier. Donc le premier que j'ai lu, c'était La Bête et Bethany. Je l'ai laissé d'en finir une série parce que je pars du principe où, au moment où le Cold Winter Challenge a été fait et est prévu, aller peut-être un mois avant, le tome 4 n'avait pas été prononcé, et en vrai n'est toujours pas prononcé, hein. C'est juste qu'il y a un tome 4 en anglais, mais la date de sortie française n'est toujours pas avancée, donc on peut dire que j'ai fini une série parue. Voilà. Donc, La Bête et Bethany, donc c'est le tome 3. Apparemment, il y a un tome 4, mais je sais même pas s'il est sorti encore ou pas en anglais. J'ai vu une couverture, j'ai vu qu'il y a The Beast and Bethany number 4, mais j'ai pas vu s'il y avait une date ou quoi, enfin bref. Et donc, c'était très bien. C'est pas mon préféré des 3, parce que c'est quand même assez redondant, etc. Mais je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un 4. Parce que là, c'est un peu une happy end, totalement sortie de nulle part, j'ai envie de dire, mais pour une bonne raison, on va dire. Parce que c'était pas du tout prévu ou pensé. Et c'est une sorte de happy end, et donc du coup, je vois pas ce que pourrait faire le tome 4 de plus. Pour moi, ça suffisait amplement ici. C'est un tome 4 qui pourrait avoir des sujets vraiment super intéressants au vu de la fin du tome 4. Mais de là en faire un roman, je sais pas. Le tome 3 se suffit très bien lui-même. Le tome 4, je sais pas s'il est vraiment nécessaire. Mais à voir quand il sortira, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une trilogie qui est vraiment super bien. Je vous invite fortement à la découvrir. On n'est pas dans un univers de bisounours. Là, on est vraiment dans un univers de méchants qui essayent de faire tout leur possible pour être gentils, mais au final, ça ne marche jamais. Avec une bête qui est vraiment répugnante, qui est vraiment
faites pour le mal. On va parler de cupidité, on va parler d'égocentrisme, d'égoïsme. Enfin voilà, ça va vraiment être une trilogie qui va vraiment sortir des sentiers battus, parce qu'on va être très très loin du schéma du personnage héroïque qui a un lourd passé et qui va faire le bien, etc. Non, là on est vraiment dans le contraire, surtout dans le premier tome, vraiment, on est dans le méchant, on veut pas être gentil, à quoi ça sert d'être gentil, machin, machin. Et au final, on va voir ces personnages évoluer, peut-être vers le bien. Voilà, c'est très sympa comme série, très très sympa. Ensuite, énorme coup de cœur, le tome 2 des Clans du Ciel. Le tome 1 avait été vraiment une excellente lecture, mais je ne m'étais pas prononcée si c'était un coup de cœur ou pas, parce que je voulais voir la suite. Mais le tome 2 a été un énorme coup de cœur. J'ai précommandé le tome 3, j'ai super hâte de le lire. Et pourtant, c'est quand même des briques. Hein. On est sur du 380 pages, peut-être presque 400. Le tome 3 va être beaucoup plus gros. Mais vu la tournure que ça va prendre, je comprends que le tome 3 est beaucoup plus gros, parce que là, il y a vraiment pléthore de choses à faire, à finir et à commencer aussi. Donc le final des Clans du Ciel ne peut être qu'épique. Et contrairement à une autre série dont je vais vous parler juste après, le tome 3, je ne pense pas qu'il sera une déception, même si le tome 2 a été un immense coup de cœur. Le tome 3 ne peut être que meilleur. Parce que, comme je vous ai dit, il y a énormément de choses à faire encore, on a énormément de choses à découvrir, à comprendre, à commencer. Enfin, vraiment, c'est une histoire de dingue. Une histoire dans un royaume d'oiseaux où nos protagonistes sont des oiseaux avec séparés en différents clans. Il va y avoir une quête, il va y avoir une guerre, il va y avoir énormément de choses, des découvertes, des nouveaux royaumes, des prophéties. Enfin, c'est une fantaisie qui est haletante, qui est vraiment prenante. Et en plus, les chapitres sont courts, donc c'est un rythme addictif de dingue. Chaque chapitre, on alterne de point de vue, donc ça rajoute aussi à ce côté vraiment super effréné. Et puis voilà, c'est du voyage perpétuel avec, vous voyez, la carte des royaumes. C'est vraiment une série auquel je ne m'attendais pas à lire. Vraiment, en plus c'était la première édition du tome 1, je la trouvais vraiment pas jolie, elle m'avait pas attirée du tout, je me disais encore une énième fantaisie, machin. Et puis au final, c'est quand j'ai fait une brocante professionnelle, il y avait un revendeur de livres, il avait le tome 1 et 2 pour 6 € au lieu de 16, donc je les ai pris, mais vraiment sans avoir aucun a priori dessus. C'est qu'après les avoir achetés que j'ai vu, je me suis dit putain, mais en fait, je connais ces livres. Et du coup, j'étais allée un peu en reculant avec le tome 1. Puis au final, le tome 1 m'avait super plu. Et là, du coup, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ce tome 2. Et ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai bouffé en une journée. Vraiment. Je l'ai bouffé. Je n'y arrivais plus à m'arrêter. Et voilà. Et j'ai été triste parfois de devoir m'arrêter parce qu'il fallait que je mange. Ou que je me repose, ou que je fasse des trucs, quoi. Mais voilà, c'était vraiment génial. Je vous encourage pour cette fantaisie. On va dire, volatile, j'ai envie de dire, vu que c'est des oiseaux. Mais c'était vraiment génial. Venons-en à ma déception. Vraiment grosse déception. Oh là là, qu'est-ce que je suis triste. Le tome 3 du coup de Animas. Donc vous revenez au début de la vidéo, je vous ai dit que le tome 2 était un énorme coup de cœur. Vraiment, le tome 1 aussi m'avait énormément plu. J'avais énormément d'espoir en cette série. Je vous disais que normalement cette série ne devait pas me décevoir. Il n'y avait rien pour me décevoir. Et au final, ce tome 3 m'a vraiment déçu. Ça a été vraiment très long de les lire alors qu'il ne faisait que 260 pages. Normalement 260 pages, en 3 heures c'est bouclé avec moi. Et là, bon en 3 heures ça a été bouclé aussi, mais pas de la même manière, je veux dire, même en vrai moins de 3 heures parce que je lisais un peu en diagonale en vrai aussi, donc non, moins de 3 heures. Mais c'était pas du tout une partie de plaisir parce que ça a été super long. Les 135 premières pages, il ne se passe rien, c'est que du blabla, c'est beaucoup de dialogue inutile, c'est-à-dire que pendant 4 pages, ça va être, t'es sûr que ça va bien, ça va, t'es sûr, oui mais t'es sûr... Oh là là, c'est bon, t'as dit une fois ça va, c'est bon, passe à autre chose. Vous êtes en pleine guerre, vous n'avez pas besoin d'épiloguer sur des trucs aussi inutiles. Et ça se passe ça pendant les 135 premières pages, voire même après. L'action arrive dans les 80 dernières pages. C'est ce que j'avais dit en story. J'en étais à la page 171, j'ai dit mais j'espère, il reste 80 pages, que là maintenant ça va bouger, qu'il va se passer quelque chose, qu'ils vont faire quelque chose pour gagner cette putain de guerre. Oh là là, c'était vraiment
quand je suis énervée comme ça, c'est que vraiment, c'était une énorme déception et que c'était inutile. Surtout, faire languir comme ça 161 pages pour une fin aussi bête et con, dans le style bâclé, eh ben, énormément déçu. Vraiment déçu. Et après, je suis allée voir les avis. Je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois aussi déçue que ça. Et en fait, ben, les avis qu'il y a sur le 3, eh ben, c'est les mêmes que moi. C'est que c'était très long et puis qu'au final, il y a eu toute une... Écoutez, 161 pages de recherche de stratégie, de voyages parfois qui ne servaient à rien, pour chercher à faire une armée, à trouver une arme légendaire et tout machin, pour au final, que tout se règle avec un câlin. Allô? Enfin, voilà. Je suis vraiment déçue de livre, mais aussi dégoûtée d'avoir été déçue, quoi, parce que le tome 1 et 2 étaient tellement prometteurs, l'histoire était prometteuse, on pouvait tellement mieux faire que ça. Voilà. Vraiment, je suis dégoûtée. Et puis, il y a une personnage qui m'a fait yesh. C'était Gwen. Gwen. Je veux dire, quand on fait des mystères, parce que il y a des tonnes et des tonnes d'histoires où il y a une personne qui est capable de voir dans l'avenir, et donc du coup, si ça met en danger un de ses amis, soit elle le dit pour faire en sorte que ça se passe mieux, que ça se passe pas, ou tu le dis pas pour protéger, et dans ces cas-là, tu fais toi-même de ton côté, ou tu en parles à d'autres, ou je sais pas, tu fais quelque chose. Mais là, Gwen, elle a ce pouvoir de lire l'avenir, et mon Dieu, elle sait quelque chose, et tout le long du livre, elle va fermer sa bouche alors qu'elle aurait pu l'ouvrir des milliers de fois pour faire en sorte que ce qu'elle a vu soit se passe pas. Et du coup, j'aime pas ça. Garder un secret qui, ma foi, à la fin, était inutile de le garder. Et qui fait des mystères, et du coup, ça va entraîner des millions de dialogues. Moi, pourquoi tu me le dis pas? Mais je peux pas te le dire. Oui, mais j'ai besoin que tu me dises. Oui, mais je peux pas te le dire. Et c'est plein de dialogues comme ça qui étaient vraiment, vraiment, vraiment inutiles. Et c'est ces moments-là que j'ai lu en diagonale, parce que vraiment, les dialogues ne t'apportaient rien. Les dialogues ne t'apportaient rien, c'était des dialogues mous. Et du coup, j'avais plus l'impression que c'était là pour combler le vide, parce que il fallait qu'elle amène d'une certaine manière le final. Mais au final, comme ça s'est passé la fin, t'aurais pu faire autre chose. Parce qu'au final, tout ce qui s'est passé avant, ça n'a servi à rien à la fin. Donc, c'était vraiment, il y avait des gros problèmes de cohérence, de rythme, de mise en scène, de ces dialogues qui ne servent à rien, qui n'apprennent rien. Enfin voilà, c'était, je crois que je sais même pas la durée entre le moment où on commence le roman et le moment où ils se battent, parce que c'était, mais genre, ça faisait plein d'ellipses, des semaines et des semaines, et un mois plus tard, et 25 jours plus tard, et 2 semaines plus tard. Et pendant toutes ces semaines, eh ben, il se passe rien. Ils sont là, ils marchent, ils espècent de voyager, ils rencontrent des gens, et puis au final, ils partent dans un autre côté, ils rencontrent des gens, et puis... Enfin bon, ça brasse de l'air. Voilà, c'était vraiment super dommage. Je suis très déçue. Vraiment très très déçue. Je vais garder le tome 1 et 2 dans ma bibliothèque, parce que c'était vraiment... génial comme lecture, mais celui-là, ben, il part parce que vraiment, je suis trop déçue de cette fin. Je suis trop déçue, ça aurait mérité meilleur. Ensuite, on va continuer dans la déception. J'ai abandonné Peregrine Queen et la déesse du chaos. Voilà, je l'ai abandonné, je crois, presque à la moitié. Hein, donc, c'était pas une petite lecture, c'était quand même... j'étais presque à 175 pages, donc quasi à la moitié. Ce livre a été très mitigé. Il a été bien critiqué et mal critiqué, mais ça a été soit tout, soit rien. Et il y a eu beaucoup de rien. Et pour moi, ça a été rien. Parce que je n'ai pas du tout aimé notre héroïne Peregrine. Je l'ai trouvée très chiante, très volatile, très sûre d'elle, hautaine, mal polie. Enfin, déjà ça, c'est mal parti. Et puis l'histoire, elle commence... sans te donner quoi que ce soit, genre. J'avais l'impression de me retrouver au milieu de Men in Black, où t'es là, t'as des gens où ils font des trucs que tu ne comprends pas, il y a des créatures qui ne comprends pas, et sauf que t'as pas H qui vient et qui t'explique. Non, là il y a rien qui t'expliquait.
t'es là, tu dois te démerder avec ce qui se passe, et puis ça a pas forcément de cohérence. Il y a les personnages, ils se retrouvent ensemble, tu sais pas pourquoi, il y a pas de lien, ils peuvent pas se blairer. Enfin, vraiment, il y avait rien de positif pour moi là-dedans, pourtant c'était prometteur. On parle du Dédale, on parle des labyrinthes de Dédale, etc. Mais mêler toute cette mythologie avec un système de technologie hyper pointu, j'ai trouvé que ça concordait pas du tout. Ça n'allait pas du tout ensemble. En tout cas, pour moi, ça n'a pas matché, cette histoire de gadgets ultra perfectionnés, montés par... comment il s'appelle parce qu'il y a Dédale, et c'est qui a pris sa place et Kat. Et non, pour moi, ça allait pas du tout, donc ça aussi, ça part. Voilà, ça m'a pas du tout plu. En plus, c'est une série, donc non. Je vais pas aller là-dedans plus que ça. Les personnages ne sont pas du tout agréables. L'alchimie entre les deux est totalement inexistante. Alors, il y a des livres hein, où entre les deux personnages principaux, ça se passe pas comme dans la plupart des Enemies to Lovers, par exemple. Mais les personnages eux-mêmes ont des points d'attache qui sont plus agréables et qui vont rendre les personnages principaux un peu plus agréables parce qu'ils vont montrer des côtés positifs de ces personnages, etc. Mais là, pour le coup, toutes les deux ne peuvent pas se blairer, les deux sont imblairables l'une et l'autre, et les deux n'ont pas de point d'accroche pour essayer de les rendre agréables. Vous voyez ? Donc vraiment, pour moi, ça n'allait pas, et puis ce côté mythologique mêlé à une super haute technologie, ça le faisait pas du tout. Ça le faisait pas du tout. Ensuite, on va passer à quelque chose de plus agréable. Donc ça, je l'ai pas dit, mais ça, c'était pour le menu Féerie des Fêtes. On est dans le menu Féerie des Fêtes, et Peregrine Queen, c'était pour Deck the Halls, avec la couverture rouge. Et donc là, on va sur S'embrasser sous le gui, avec le mot-clé romance, entre parenthèses de Noël. J'aime pas les romances de Noël, donc c'était pas une romance de Noël, mais à la base, j'avais mis Troublemaker. Sauf que c'était une grosse pavasse, et j'avais pas envie de me lancer dans des trucs de mafieux... voilà, j'avais pas envie. Donc du coup, après, j'étais passée sur... je lis pas celui-là, je vais lire 10 milli. Sauf que pareil, 10 milli, ça faisait un moment que je me le traînais aussi, je m'étais dit que ça pourrait me plaire, mais j'avais pas envie de me lancer dans des romances d'ados, on a vu et revu, etc. Non. Mais par contre, j'avais vraiment super envie, et je pense qu'il aurait fallu en fait que je suive mon envie dès le début. Et je me suis lu du coup L'Héritière et la Couronne, donc le tome 4 et 5 de la sélection. Donc j'ai mis le tome 5 pour romance, et le tome 4, je l'avais mis pour le mot-clé cocooning, pour Au coin du feu. Donc au final, les deux sont dans le même menu. Donc au final, en fait, ça s'est passé, j'ai d'abord lu L'Héritière, qui était prévu hein, pour le mot-clé cocooning. Et j'avais beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le personnage. Là aussi c'était à double tranchant, c'était soit on aimait pas du tout. Sauf que j'ai beaucoup aimé Edeline, donc qui est la fille de America, qui a fait la sélection, la première sélection. Et donc là c'est 20 ans après, on suit la fille de America. Et donc du coup j'ai vraiment adoré le personnage d'Edeline parce qu'elle a quand même un fort caractère, elle a cette volonté d'être indépendante, d'être une bonne reine, d'être forte, de se faire craindre, d'être une femme forte, voilà, avec du caractère qui se fait respecter, qui se fait rien dicter et tout. Donc soit ça peut avoir un côté agaçant, je comprends tout à fait, elle l'est parfois, je le dis, elle est quand même parfois agaçante, parce que voilà, on a voulu forcer ce trait de femme forte avec du caractère, indépendante, etc. Et je me suis reconnue là-dedans parce que je suis un peu pareil aussi. Hein, voilà, j'ai ce caractère, cette volonté d'avoir mon indépendance, de ne demander rien à personne, de me démerder toute seule, et d'avoir ce truc j'ai la facilité de déléguer, la facilité de laisser faire les autres sans jeter un coup d'heure derrière. Voilà, je me suis reconnue en elle. Je sais que parfois je suis agaçante, hein, je le sais, mais c'est parce que, j'ai eu peut-être parfois trop de poids sur mes épaules qui a fait que j'étais obligée de tout contrôler pour que rien ne m'arrive. Et elle, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, voilà, ses parents mettaient énormément de pression sur ses épaules, bien que son père avait un côté beaucoup plus cocooning, et ça, j'ai bien aimé cette relation père-fille, avec une confiance, etc. Donc, c'était vraiment très très bien. Mais je pense que c'est ce cadre-là aussi qui lui faisait beaucoup confiance, qui l'a laissé vachement faire et tout. Vous savez, c'est une personne, voilà, qui est à la fois très princesse, très
vous savez, un peu les enfants tyrans à qui on ne dit jamais non, etc. Et le côté très protecteur, très dans le contrôle, très dans le perfectionnisme, dans le rendre fier de ses parents, etc. Donc c'est une personnage qui est, ma foi, très complète, parce que elle n'est ni ça, ni ça. Elle est vraiment un mélange de tout. Et donc, du coup, je trouvais que c'était une héroïne féminine vraiment géniale. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Après, autant pour vous, vous l'avez trouvé vraiment, je sais pas moi, une honte pour la gente féminine parce que vous avez trouvé qu'elle correspondait pas du tout, elle donnait pas une bonne image de la femme, etc. Mais ça, c'est selon les avis et la vie de chacun. Voilà, comme je vous dis, moi, je me suis reconnue en elle parce que j'ai pas eu la vie facile. Et donc, du coup, voilà. Mais pour moi, c'est une héroïne féminine qui m'a marquée. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé cette sélection, du coup, voir de l'autre côté que ce soit les femmes là, la femme qui est au pouvoir, qui a les hommes à sa botte et qui a le pouvoir, voilà, de faire comme les hommes ils font. Toi t'es moche, toi t'as pas assez de fesses, toi t'as pas assez d'abdos, comme font les mecs en général. Enfin voilà, c'était super de voir le switch. Donc c'était vraiment très très bien. Et donc du coup, évidemment que quand j'ai vu Dimily et la sélection, j'ai pris le tome 5 de la sélection. Donc là on est quand même sur une grosse pavasse. Le tome 2 est beaucoup plus fin, mais c'était une fin que j'ai beaucoup aimée. Il y a eu un énorme twist et ça c'était vraiment chouette aussi parce que du coup, avec la sélection, où, voilà, les candidats, on doit choisir entre les candidats et tout, et bien là avec le tome 4 et 5, vraiment Kirakas va faire un pied de nez à sa propre histoire. Parce que c'est celui qu'elle va choisir est une énorme surprise. Vraiment. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était bien qu'elle prenne à revers sa propre histoire et qu'elle-même aille contre tout ce qu'elle a créé. Et voilà, j'ai vraiment trouvé que cette série était vraiment géniale. Et donc, du coup, là, vous voyez, j'ai la fiancée et l'amoureuse. J'ai aussi les secrets de la sélection, histoire secrète, là. Et donc, du coup, je pense que je vais me les lire dans pas trop longtemps, peut-être pas février parce que c'est les petits mois, petite lecture. Si j'arrive à les passer dans le mois de la fantasy avec une histoire de romance ou quoi, c'est vrai que j'ai vraiment super hâte de lire ces œuvres-là. J'ai super hâte aussi de lire 1000 battements de cœur qui est en disponibilité en bibliothèque. Donc voilà. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment la plume de Kiriakas qui est vraiment géniale, super addictive, super franche. Qui va vraiment dans la psychologie du personnage et tout. Enfin, c'est vraiment pas des personnages creux. Et je pense juste qu'elle a mal vieilli par rapport à ce qui s'écrit maintenant. C'est tout. Voilà. Alors qu'au final, comme la première trilogie, c'est vraiment une série qui mérite d'être lue et qui mérite de se laisser transporter et se laisser vaquer. Faut pas aller chercher la petite bête, faut pas aller chercher les petits détails, les machins ou quoi. Non. Laissez-vous porter, ça va être génial. Vraiment. Voilà. Ensuite, on en vient aux dernières 4 lectures. Donc, pour le menu Froid polaire, je devais lire en janvier Wajestix, mais vu que j'avais de l'avance, eh ben, je l'ai lu hier. Donc, il rentre dans la palle de décembre. Donc, Wajestix, c'était pour le mot-clé policier, parce que ça va être une enquête autour de la mort de Lilou. De la mort des parents de Lilou, pardon. Ça a pris un tournant, je ne pensais pas que ça allait parler de ça. Les parents de Lou étaient des magiciens, et donc du coup elle a aussi développé cette passion pour la magie. Et donc du coup elle va prendre en figure héroïque un magicien, et puis au final elle va se rendre compte que ce magicien cache de sombres secrets et est peut-être impliqué dans la mort de ses parents. Donc ça va tourner en enquête avec la présence d'animaux que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les tourterelles, vraiment, c'était mes personnages préférés. C'était vraiment génial. Et ça a pris donc une tournure vraiment cool. Quand j'ai lu les avis, ils disaient que la première partie du roman était un peu longuette, un petit peu molle, etc. Moi, j'ai pas trouvé. C'est le temps, voilà, donc tu peux pas mettre l'histoire directement d'un coup dans ce type-là. Tu expliques un peu parce que dans la première partie, on va expliquer un peu son histoire familiale. Elle va se retrouver habiter chez son grand-père dans un immense château, etc. Parce que son grand-père va avoir il va être acteur vraiment important dans l'histoire.
Le seul petit truc qui m'a fait flancher, c'est qu'après, on va basculer dans de la surtechnologie à la Iron Man. Et ça m'a un peu gâché l'histoire. On pouvait faire juste autrement en utilisant juste les pouvoirs de Wajestix. Je vous en dis pas plus parce que c'est marqué dedans qu'elle va avoir un pouvoir de se transformer en oiseau. On aurait pu juste se reposer sur ces capacités-là et sur les 2 tourterelles pour faire une histoire vraiment géniale. Mais on va faire entrer la technologie, la surtechnologie, pour, je sais pas, faire une histoire plus rapide. Voilà, ça m'a dérangé. On aurait pu faire une histoire beaucoup plus cool avec beaucoup moins de technologie à l'intérieur. Ensuite, pour le sous-catégorie Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal, j'ai mis le cycle 5 de la saga des dragons, qui est Les Dragons de glace de Eric Sanvoisin. Du coup, ça va être l'avant-dernier cycle. Il restera un cycle 6, d'après mes informateurs. Ce sera le dernier. C'est une histoire de dragon, voilà, que j'aime toujours autant. C'est de la pure fantasy. On suit depuis 5 cycles les personnages, donc ils ont vraiment super grandi. Le petit garçon est devenu adulte. Le petit dragon qui va sauver dans le cycle 2 est devenu adulte. Donc c'est vraiment super complet comme histoire parce qu'on voit vraiment les personnages évoluer. On les voit changer. On voit les mondes changer. Donc à chaque cycle, il y a un nouveau méchant, j'ai envie de vous dire, ou des retours de méchants, etc. Donc c'est pas non plus super original, mais au niveau de l'histoire, c'est vraiment super attachant, super touchant. Et voilà, pour des premiers romans, moi je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment une série géniale. J'ai commencé, voilà, j'ai le coffret de... Voilà, du coup je me retrouve avec le coffret du premier cycle et le cycle 5. Mais bon, je sais que les cycles 2, 3, 4 sont dispo en bibliothèque, donc voilà. Mais le cycle 6, voilà, avec grand plaisir, je me l'achèterai parce que c'est vraiment une série qui me tient beaucoup à cœur. Ensuite, avant-dernier livre, pour la catégorie Marcher dans la neige, pour Grand Espace, j'ai mis Le Sorcier de Mondebrune. Très très belle surprise, je dirais, si presque le coup de cœur, presque. J'ai beaucoup aimé. Là, on va être dans de la fantasy pure et dure aussi, donc je pensais que c'était un one-shot, mais apparemment non. Il va y avoir un deuxième livre qui peut se lire indépendamment. Donc c'est pas vraiment une suite, mais c'est pas vraiment un one-shot. Mais là, on va être dans un monde de brume où un sorcier va convoquer chaque année des enfants. Ces enfants vont devoir se rendre chez lui et les enfants ne reviennent jamais. Sauf que là, ça va être Joachim qui est un prince d'un des royaumes et c'est lui qui va être convoqué. Il va devoir partir, chose qui va être un petit peu problématique étant donné que c'est le prince, le seul héritier. Et sa bande de potes va partir avec lui. Et donc, du coup, ils vont se retrouver tous sur le chemin du sorcier de Mondebrune. Et ça va être vraiment une histoire vraiment très entraînante. Va y avoir beaucoup de voyages. Va y avoir des moments un petit peu moulassons. Mais une fois qu'on comprend pourquoi ils sont passés par là, et ben l'histoire est un peu plus appréciable. La fin est plutôt pas mal. Mais... il manquait un petit truc, il manquait quelque chose pour que ce soit vraiment un coup de cœur, comme le Royaume de Feu, comme les Clans du Ciel, comme tout ça. Parce que j'ai pas été super accrochée par Joachim, parce que il avait une humeur très changeante. Très changeante, tu savais pas trop comment il fallait le prendre, ses amis étaient aussi un petit peu changeants. Voilà, c'est ce manque d'attachement au personnage qui m'a manqué, alors que vraiment l'univers, la quête, l'histoire autour de cette quête, tout ça, était vraiment super intéressante et très bien travaillée. Donc c'est pour ça que peut-être que je lirai l'autre livre, qui tournera un peu plus sur les dragons, parce qu'il y a des dragons, qui tournera sur les dragons de Mondebrune, les dragons de Sombre Terre, je sais plus. Je vous mettrai la couverture ici, enfin l'annonce du titre ici, qui est sur l'Instagram de l'auteur. Donc voilà, je me laisserai tenter par l'autre livre pour voir si c'était vraiment les personnages qui me laissaient de marbre ou s'il y avait un autre problème dans l'univers. Je pense pas que ce soit l'univers, vraiment, parce que j'étais vraiment à fond dedans, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire. Je l'ai vraiment très vite lu, et avec grand plaisir, vraiment, j'avais très hâte de le finir, voilà, j'étais vraiment super entraînée, mais il y avait ce petit truc avec le personnage qui me manquait, c'était plus la quête et l'univers qui me tenait en haleine.
Ensuite, le dernier livre pour ce mois de décembre, c'était pour la catégorie La magie de l'hiver, être du folklore hivernal. J'ai mis Heartless Center. Peut-être que ça sort un peu de nulle part, mais je suis allée chercher loin. C'est-à-dire que dans le folklore hivernal, on a Bokuk la sorcière, et ça parle de sorcière. Donc, voilà, je pense que le parallèle était assez bon. Écoutez, coup de cœur. Voilà. J'avais un peu peur. Je voulais l'acheter, puis après pas l'acheter. Et puis au final, j'ai pu le demander en service presse à Pocket Jeunesse parce que je suis leur partenaire. Et du coup, je me suis dit, bah allez, vas-y, fonce, tu le lis. Et au final, eh ben, lui aussi, je l'ai vraiment bouffé en une journée avec ses 400 et quelques pages. 456 pages, je l'ai bouffé en une journée. C'était vraiment excellent. Avec un ennemi to lovers qui m'a plutôt plu. J'ai bien aimé cette relation. Elle m'a fait quelque chose, hein, Rune et Gideon. Il y avait Alex au milieu. Enfin, c'était une bonne romantasy, comme je les aime. Parce que bon, j'ai eu beaucoup de déceptions en romantasy. Hein. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été vraiment super adorés et que moi j'ai pas aimé. Et au final, celui-là m'a vraiment plu. Il est à la hauteur de la hype qu'il a eu. Donc je vous conseille fortement de vous lancer dedans si vous l'avez. Après, hein, c'est soit ça vous plaît, soit ça vous plaît pas. Ça, après, moi, je suis pas responsable de si ça ne vous plaît pas. Hein. Mais en tout cas, si vous aimez les enemies to lovers, si vous aimez les personnages qui doivent se cacher, qui doivent avoir des subterfuges. Parce que là, c'est vraiment toute une histoire de subterfuge, de devoir se réinventer, de devoir inventer, de devoir jouer avec la psychologie des personnages et tout. J'ai trouvé que c'était un roman vraiment très psychologique. Donc, c'était vraiment génial. Et puis, l'univers tout autour faisait aussi que c'était une très bonne histoire. La romance était au cœur sans vraiment être au cœur non plus de l'histoire parce que eh ben au début c'était pas censé l'être et puis au final ça l'a été et puis au final ça ne l'est plus. Enfin vraiment c'était vraiment super bien mené, je trouve. C'était très bien ficelé. C'était pas voilà juste une histoire d'amour bête et con. Non, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Avec un retournement de situation qui n'était pas prévu. Donc voilà, c'était vraiment génial, avec des histoires familiales vraiment super intéressantes à suivre. Et puis voilà, Gideon, il peut paraître un peu le cliché pur et dur des mecs dans les romantaisies, mais au final, tu te dis pas tant que ça. Et puis Rune, non, vraiment, j'ai trouvé pareil, une héroïne vraiment très complète. Bon, tomber amoureuse juste parce qu'il est beau ou parce que machin, bon, c'est un peu cucu plan-plan, mais bon... J'ai envie de dire, hein, quand tu tombes, quand quelqu'un t'intéresse, c'est parce que au prime abord, il t'a attiré l'œil et tu veux aller vers lui ou des choses comme ça. Ça fait partie de la vie, le physique. Bien que ça ne fait pas tout à 100%, mais ça participe à allumer la flamme au tout début. Donc voilà, vraiment très bon. En plus c'est une duologie, donc c'est une très bonne nouvelle. Rebel Witch, il sort en juin 2025, donc je suppose qu'avant la fin 2025, on aura le tome 2. Enfin, en tout cas, là, il a annoncé pour 2025, mais je suppose que ce sera plus pour le deuxième semestre. Donc voilà, en plus, c'est une duologie, donc c'est vraiment génial. J'espère que le tome 2 sera aussi bon. En tout cas, la fin du tome 1 présume un tome 2 vraiment explosif. Donc voilà, vraiment très bonne lecture. Je suis vraiment très contente de l'avoir demandé. Il va rejoindre ma petite étagère de mes coups de cœur de romantasy, donc avec les épreuves de la Reine Soleil et la loi du roi Aurore. Voilà, il sera là avec eux en exposition parce qu'il était vraiment génial. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve fin janvier pour le bilan du mois de janvier du Cold Butter Challenge et le bilan global de ce challenge. Je vous dis du coup à dimanche prochain pour Non, je sais plus si ce sera dimanche prochain ou mercredi prochain. Enfin bon, la prochaine vidéo que vous verrez normalement, ça sera le bilan du mois de décembre avec toutes les autres lectures hors Cold Butter Challenge. Parce qu'il y en a pas mal. Donc voilà, j'espère que pour vous ce challenge se passe très bien aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.